Professeur Mohamed Eshkundi. Merci aussi à Gonaël Otando de ABEX, hein, qui sont aussi dans co-organisation de cet événement, ô combien important. Beaucoup d'intervenants ont souligné l'importance de célébrer cela ou de commémorer, si j'ose dire, parce qu'on est dans une journée de commémoration assez importante pour l'Afrique. J'ai écouté avec attention et intérêt l'ensemble des intervenants, des interventions assez riches, théoriques aussi, mais aussi empiriques, hein, certains des travaux assez liminaires, euh, pour ainsi dire, mais quand même des pistes de réflexion assez intéressantes. Bon, je m'en vais évoquer rapidement, en ce qui me concerne, les défis de gestion des situations d'urgence en Afrique. Euh, Elles sont, ces urgences, assez diverses, hein, comme vous le savez, et multiformes. Mais j'ai entendu depuis cet après-midi, depuis le début de cet événement, évoquer l'Afrique comme si c'était un tout homogène. Beaucoup, cependant, ont évoqué qu'il y a 54 pays. Deux ou trois intervenants ont quand même précisé qu'il y a 54 pays. Ben, je m'en vais dire que ces 54 pays, hélas, ou heureusement, j'en sais rien, ça dépend de comment on voit les choses, sont tous différents les uns que les autres, y compris quand ils sont ou quand ils ont des similarités proches. Quand on prend l'exemple des pays que je connais très bien, étant d'origine du Niger, euh, un pays comme le Niger et le Nigeria, séparés bien sûr, hein, par ce que vous savez, la conférence de Berlin, à l'époque de la colonisation et la suite jusqu'aux indépendances, c'est des pays sur les, on va dire, le proche voisinage sont proches, y compris en termes de religion, en termes de culture, en termes d'ethnie, en termes de langue parlée, etc., etc. Aujourd'hui, ces pays, en termes de développement économique, en termes d'approche socio-culturelle, sont quelquefois très différents. Et puis, les urgences qu'elles vivent ou qu'ils vivent ne sont pas les mêmes. Quand on parle au Niger, ces dernières années, en tout cas, ou très récemment, de coup d'État qui vient mettre fin à des régimes démocratiquement élus, entre guillemets, bien sûr, démocratiquement, parce qu'il y a beaucoup de, comme vous le savez, de contestations de ces élections, très souvent dans les pays africains. Au Nigeria, c'est tout un autre phénomène de lutte armée, on va dire de groupes armés religieux, là encore entre guillemets, parce que le religieux a un sens tout différent au sens commun. Hein. Quand on parle de terrorisme religieux, l'interprétation n'est pas toujours la même. Quand c'est vu de ce côté-ci, c'est différent. Vu de nos pays, c'est encore une autre analyse. Bon, je ne vais pas m'attarder dans ces analyses et interprétations théoriques, mais je voudrais aller en tant que opérateur humanitaire sur le terrain, revenir à ce sujet qui nous concerne aujourd'hui. Il faut d'abord noter que ces urgences sont parfois subies. Hein. Il y a des urgences que j'appelle moi des urgences subies, qui sont des urgences qui sont liées à des catastrophes naturelles. On va parler de sécheresse, d'inondations, ou aujourd'hui on va parler de dérèglement climatique, etc. Ça, c'est des urgences subies. Mais au-delà, euh, il faut quand même le dire et le marteler, que très souvent, les urgences dont on parle aujourd'hui et qui déstabilisent l'Afrique sont des urgences plutôt provoquées et parfois favorisées. Pourquoi cela? On va être unanime, à mon sens, sur ces questions-là, quand on a un régime tout démocratique, élu, en tout cas, quel que soit le niveau de démocratie qu'on porte à ce régime-là, quand il est il est balayé pardon, par un coup d'État qui vient du jour au lendemain balayer l'institution en place, on peut parler de provocation. Enfin, provocation dans le sens où l'urgence qui vient ensuite a été provoquée par, on va dire, des dirigeants ou des élites militaires. Donc, en ce sens, pour moi, ces urgences-là sont tout à fait provoquées. Quand il s'agit de conflits armés, on prend l'exemple aujourd'hui du Soudan.
un des intervenants l'a évoqué, le Soudan, c'est un pays qui était géré par deux généraux, l'un à la tête du pays, l'autre à la tête de l'armée ou quelque chose comme ça. En tout cas, du jour au lendemain, ils se sont mis à se battre. Personne ne sait trop bien pourquoi, en tout cas pas pour l'intérêt du pays. Et ce Soudan-là, qu'on connaît, est aujourd'hui un pays invivable. Parce que la grande partie de la population, malheureusement, est poussée à l'extérieur. 33% sont au Tchad, réfugiés. Euh, 35%, on parle en Éthiopie. Et même une grosse partie de ces populations sont descendues au Soudan du Sud. Et qui dit Soudan du Sud, connaissant la situation du Soudan du Sud, parce que c'est quand même le Soudan qui a été divisé en deux, dire les populations du Soudan du Nord, si j'ose dire, parce que c'est le terme Soudan du Nord n'existe pas de façon palpable, mais en tout cas, quand on parle du Soudan du Sud, cette population du côté de Khartoum, après le début de la guerre, est descendue du côté du Soudan Sud. Quand on dit quelqu'un s'est réfugié au Soudan Sud, sachant la situation du Soudan du Sud, franchement, beaucoup de questions peuvent se poser quant à ce qui a poussé ces gens-là à sortir. Donc, ça veut dire que le climat est tellement invivable qu'on peut se réfugier, même dans des contextes pas forcément favorables au refus, on va dire, au refuge. Ensuite, donc, l'intervention qui m'a été demandée, c'était quand même de discuter le sujet excusez-moi, le sujet sur les urgences provoquées et surtout leur gestion. Comment on les gère? Une fois qu'on a dit il y a des coups d'État par-ci, par-là, bon, je parlais du Niger, mais il y a aussi le Mali, n'oubliez pas, il y a le Burkina. Ces pays-là, les populations quand même, ont applaudi les coups d'État qui étaient arrivés à la base. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a aucune perspective, comme vous le savez. Ouf! Le Sénégal, récemment, a failli chavirer. Et quelqu'un disait en amont, attention, il ne faut pas confondre quand même, parce que le Sénégal n'était pas un pays qui connaissait les coups d'État. Hein. Ça a été quand même un exemple de démocratie en Afrique. Ça a failli chavirer, mais heureusement, le pays s'est rattrapé avec le gouvernement actuel, souverainiste, dont a parlé l'intervenant juste avant moi. Donc, les affrontements armés d'accès au pouvoir sont multiples en Afrique. Il y a parfois des situations combinées. Quand on prend l'exemple de la Libye, où il y a cette séparation entre Benghazi et Tripoli, comme vous le savez, qui est venue aussi euh, 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 être exacerbée par les inondations de septembre 2023, qui ont fait énormément de dégâts, qui ont provoqué aussi des urgences humanitaires sans précédent dans ce pays, on va dire, avant la mort de Kadhafi, un des pays, on va dire, plus ou moins développés, entre guillemets encore une fois. Donc, le corollaire de tout ça, c'est que ces instabilités politiques sont exacerbées par des luttes entre les puissances étrangères dans des pays davantage fragilisés, divisés et propices quand même aux violentes concurrences d'accès aux ressources naturelles que regorge abondamment le continent. Euh, les défis de gestion maintenant. Quand on parle de gestion, il faut déjà savoir d'où l'on part et on part de loin en Afrique. Pour gérer ces crises-là, malheureusement, il nous faut beaucoup, beaucoup de ressources. Mohamed, dans son propos introductif, évoquait les ressources humaines en Afrique. Malheureusement, comme vous le savez, on n'a pas réussi à les former. Quand je dis on n'a pas, le on ici indique les gens comme vous et moi, ou les dirigeants qui sont en place en Afrique, nous n'avons pas réussi collectivement à former une jeunesse euh, digne de ce nom, éduquée, qui soit capable du défi auquel fait face l'Afrique. Moi-même, je vous parle là de ces sujets, franchement, le cœur déchiré, parce que si je suis parti de l'Afrique, ce n'est pas par pure envie. Si je suis parti de l'Afrique, c'est aussi parce que le contexte ne me permet pas de pouvoir, on va dire, évoluer, éduquer avec une formation correcte, etc., etc. La recherche
d'un avenir meilleur, d'un avenir meilleur pousse les Africains à l'extérieur de leur pays. Bon, on a dit, professeur Harakat l'évoquait, l'immigration, la phobie de l'immigration, etc., etc., sans tenir compte du fait que quand les gens partent, ce n'est pas forcément par envie, ni par volonté première de partir. C'est aussi parce qu'ils sont poussés, ces populations africaines, elles sont poussées à quitter leur pays et à la recherche, effectivement, d'un avenir meilleur. Ça, vous le savez de toute façon déjà. Le paradoxe de ces pays, c'est que c'est des pays riches qui, normalement, n'ont pas besoin de l'humanitaire. Moi qui vous parle, je travaille dans l'humanitaire depuis maintenant une dizaine d'années. Je peux vous avouer que ces pays n'ont pas besoin d'humanitaire si les ressources que contient ce pays, ces pays d'Afrique, moi je ne parle pas d'Afrique comme un tout homogène, attention, je parle des pays d'Afrique. Les pays africains sont tous à ceci, on va dire à un ou deux près, riches de ressources naturelles que nulle part ailleurs au monde on ne retrouve. Congo, un des intervenants l'a évoqué, c'est l'un des pays où, sinon le plus riche en termes de ressources naturelles. On en trouve de toutes sortes. Le Niger, l'uranium, le Mali, avec tout ce que ça contient comme ressources naturelles, la faune, etc., etc. La trappe à l'accoutumance, là je parle de l'urgence et de l'aide humanitaire. La trappe à l'accoutumance, c'est que ces populations, malgré que paradoxalement ces pays soient riches, on a évoqué beaucoup les malédictions, c'était, je crois, professeur Eshkoundi lui-même, dans son propos de ce début de cet après-midi, évoquer les différentes malédictions connues en Afrique. Ces malédictions poussent parfois à cette trappe à l'accoutumance des populations dont les pays sont riches. L'accoutumance à l'aide humanitaire, l'accoutumance à l'aide au développement. Et puis, l'autre difficulté que nous rencontrons sur le terrain, c'est ce déni de réalité. Le déni de réalité suppose que les populations sont dans la plus grande souffrance, la plus grande précarité, parfois vivant dans des tentes, euh, poussées par des groupes armés violents à l'extérieur de leur village, parce que, comme vous le savez, ces groupes armés, ils sont capables de décimer tout un village. Hein. Et le reste de ceux qui sont encore vivants vont fuir et puis s'installer dans les villes, les grandes villes, etc., à la recherche, là encore, d'un abri, de la sécurité, etc. Mais on le nie. On est capable de le nier en disant ça n'existe pas, des déplacés internes, les réfugiés, tout ça. Non, 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 chez nous, ça n'existe pas dans certains pays africains, pas tous encore une fois. Donc, ce déni de réalité est un problème important parce que quand on nie la réalité, on n'est pas capable de la gérer. Pour gérer une réalité, quelle qu'elle soit, urgence ou pas, il faut d'abord la reconnaître et peut-être la problématiser et puis apporter les solutions nécessaires. Vous tous, vous êtes des scientifiques, vous savez comment aborder les problèmes, y compris quand ils sont théoriques. On pose d'abord le problème et on cherche la solution. Ou peut-être proposer des pistes, des pistes de réflexion pour une solution meilleure, etc., etc. Ce n'est pas le cas. Donc, la gestion, tout ça pour dire, la gestion des urgences, même si les urgences existent, une minute. Très rapidement, cher Shkundi. Donc, une recommandation peut-être simple, pour ne pas dire à la portée de tout le monde, euh, la concentration des moyens sur les véritables enjeux. La concentration des moyens sur les véritables enjeux suppose la lutte contre la corruption généralisée en Afrique. Aujourd'hui, il y a des dirigeants africains qui sont plus riches que leur pays. Les dirigeants de certains pays africains, pas tous encore une fois. L'investissement dans l'éducation, je ne vous apprends rien. Un peuple non éduqué, une jeunesse non éduquée, sans aucune formation, beaucoup d'entre vous l'ont évoqué, ne peut pas gérer le quotidien, encore moins les urgences auxquelles nous faisons face. L'investissement dans le système médical, quand tout le système médical est en ruine, il est difficile de s'en sortir. Mais là encore, c'est ça l'avantage d'intervenir en dernier ou parmi les derniers, c'est que tous les sujets sont abordés et il suffit de rebondir là-dessus pour construire sa réflexion.
beaucoup d'entre vous l'ont évoqué, euh, tant qu'on n'investit pas dans la jeunesse, on ne peut pas s'en sortir parce qu'il faut un investissement fort dans la jeunesse pour pouvoir s'en sortir. L'Afrique peut s'en sortir en revanche. Comment? Il faut qu'elle se prenne en main en pensant à ses propres intérêts collectifs, en sortant de la trappe à la corruption généralisée, encore une fois, et l'avidité individualiste de certains de ses dirigeants. Dans le même temps, il faut que l'Afrique assume ses responsabilités et ne pas imaginer que son mal est la faute des autres en renforçant sa jeunesse, son éducation, sa formation, tout en intégrant son économie à l'échelle du continent afin d'éviter sa déperdition. Parce que, comme vous le savez, l'Afrique, la part de l'Afrique dans le commerce international, et même si elle est faible, est quelquefois plus importante que les échanges intra-africains. Voilà. Donc, merci à vous. C'est ce que je voulais dire à ce sujet.